Tomber dans le panneau, la traduction comme métaphore chez Harry Matthews, si vous avez lu le titre dans le programme, c'était plutôt dépasser les limites, imaginer la traduction avec Harry Matthews, mais à lire ce cher Matthews, je me suis rendu compte que j'étais tombé dans le panneau et que j'avais pris son texte sur la traduction comme étant un texte bel et bien sur la traduction. Et comme je travaillais, je me suis rendu compte que je faisais complètement fausse route. Donc vous avez droit ce matin à un changement de direction à peu près à mi-chemin du travail. Là, je me rends compte que merde, je me suis trompé complètement. Mais c'est pas grave parce que je ne suis pas le seul à avoir pris les textes sur lesquels je vais travailler comme étant des textes bel et bien sur la traduction. Donc, ça fait partie, entre autres, de ma démarche dans ce cas-ci. Je sais qu'il existe une traduction d'au moins de Dialect of the Tribe, mais je ne l'ai pas retrouvé. Jean-François Chassé me doit une copie de l'Arc 1979 qu'il a à la maison quelque part. Et donc, j'ai décidé de ne pas donc traduire les extraits de Matthews, mais vous comprendrez très bien pourquoi au fur et à mesure que ma communication avancera. Peut-être pour commencer vraiment avec Matthews, unless he wanted to sabotage his employer, an editor would be mad to employ a Nilipian as a translator. Bon ton, vous allez voir. Dans Lolita, le roman de Nabokov, paru en 1955, on voit apparaître un amusant jeu de mots que l'on doit à Humbert Humbert. Ce dernier a déjà entrepris la conquête de la jeune Dolores Hayes, donc sa Lolita. L'exemple pour lui le plus extraordinaire de Nymphette. En pleine tentative de séduction, il nous apprend que, et je vous cite le texte, In the house, Lolita had put on her favorite little Carman records, which I used to call dwarf conductors, making her snort with mock derision at my mock wit. La traduction française, faite par Eric Kahn, traduction dont le polyglotte Nabokov s'était montré fort satisfait au demeurant, nous offre un trait succinct. Dans la maison, Lolita écoutait son disque favori, Petite Carmen. Donc, j'ai mis les phrases qui suivent simplement pour vous montrer que je n'ai pas coupé du texte, c'est bel et bien ce qu'on trouve en français. La traduction, vous venez de le voir, fait disparaître du texte la blague d'un goût douteux sur les conducteurs de train nains, les dits dwarf conductors, apparue à la suite de la décomposition du nom propre Carmen en Carmen en Carmen, donc des conducteurs ou encore des contrôleurs de train. Le texte d'arrivée, donc, a effacé des éléments du texte source pour ne pas avoir à proposer une contrepartie malhabile de l'original qui défie, cela dit, toute traduction, à moins d'opter pour un trait québécois, des gars de char, des petits gars de char. Mais ça, je pense que 55, c'était pas vraiment disponible. Où est passé le texte? Il est passé à la trappe, prise au piège, un processus qui élimine les difficultés pour ne pas avoir à en signaler la présence et rompre le contrat de lecture. On est assez proche des exemples que vous donniez tantôt. À vrai dire, l'élimination des difficultés permet de conserver l'illusion de traductibilité des textes, les lissant jusqu'à faire disparaître leurs aspérités. C'est le prix à payer pour leur permettre de traverser des frontières, de maintenir l'illusion que, malgré les mots qui leur servent de lest, pour ne pas dire de seule réalité tangible, les idées peuvent circuler et se déployer. Elles peuvent être projetées au-delà de leurs limites naturelles. Donc, dans deux de ces textes, la nouvelle Dialect of the Tribe et le bref essai Translation and the Oulipo, The Case of the Persevering Maltese, l'écrivain américain et oulipien, c'est le seul américain oulipien, enfin c'est le premier, c'est-à-dire, Harry Matthews s'est amusé à penser des cas limites où la traduction devient une pratique en grande partie impossible ou alors paradoxale. Dans Translation and the Oulipo, Matthews reprend la figure du linguiste australien Ernest Butterby, digne descendant du Bartleby de Melville et bien évidemment aussi du Percival Bartleby de Pérec dans La vie mode d'emploi. Alors, apprenant qu'il existe encore des tribus en Nouvelle-Guinée qui vivent dans le plus complet isolement, n'ayant eu presque aucun contact avec le monde extérieur, voire avec les tribus voisines, Butterby décide de partir en reconnaissance et de se rendre sur place découvrir les particularités de ces peuples. C'est ainsi qu'il découvre une première tribu archaïque qu'il désigne comme les O'Os. Je ne peux que les prononcer comme oh. Cette tribu, composée de chasseurs-cueilleurs équipés d'outils rudimentaires, vit dans des conditions précaires. Leur usage du langage est aussi réduit à sa plus petite expression. The OO language consisted of only 3 words and one expression, the invariable statement, red makes wrong. Other needs and wishes were communicated by sounds and signs. Actual words were never used except for this unique assertion that red makes wrong. Donc, l'ensemble du langage des OO se résume ainsi à ces seuls 3 mots réunis en une assertion, red makes wrong. Le rouge, donc, est mal ou fait mal ou est faux. Là, il y a diverses façons de traduire cette phrase quand même légèrement syntaxique. Cette phrase, d'une certaine façon, digne descendante des colorless green ideas de Noam Chomsky par son opacité et sa valeur de révélateur des limites du langage, est réputée permettre de dire le monde, tout le monde, quels que soient ses états ou ses transformations.
C'est bel et bien un langage rudimentaire qui fait exploser la dénotation pour surdéterminer un rapport connotatif, fatigue, voire expressif des mots. Nous ne sommes plus dans la relation de un à un, tel mot pour telle signification ou tel référent, mais une relation asymétrique du un à l'infini, le monde entier étant appréhendé par une et une seule assertion. Alors, l'exploration de Butterby ne s'arrête pas à la tribu des Ho'os. Intrigués, l'ethnolinguiste se rend dans une contrée voisine à l'ouest où il découvre une nouvelle tribu tout aussi isolée du monde, les Yuhas. Alors, je vous cite donc le texte de Matthews. The Yuhas lived in a matter much like the Ho'os. Although they knew how to cultivate several edible roots and had domesticated the native pig. Like the Ho'os, they had a rudimentary language used invariably to make a single statement. The Yuhas' statement was, here, not there. Mon texte n'est pas drôle, mais Matthews, lui, est parfaitement rigolo. They used it as exclusively as the Ho'os used red makes wrong. Donc, Butterby revient chez les Ho'os, tout heureux d'avoir découvert une tribu jumelle. Il entreprend d'expliquer sa découverte, cette seconde tribu, en tout point similaire à la première dans ses us et coutumes, et cela jusqu'à ses conceptions langagières. Il entreprend même de transmettre aux Ho'os l'essentiel de l'assertion des Yuhas. Il se bute bientôt à une difficulté insurmontable, mais je vous cite à nouveau le texte. How do you render here not there in a tongue that can only express red makes wrong? Butterby did not hesitate long. He saw, as you of course see, that he had no choice. There was only one solution. He grasped at once what all translators eventually learn. A language says what it can say, and that's that. Indéniable la palissade, une langue n'en dira jamais plus que ce qu'elle peut dire. Le marteau ne se représente le monde que sous la forme d'un clou, et on ne peut pas lui faire parler de chou. Les Ho'os ne peuvent dire qu'une seule chose, quel que soit le contenu de ce qui doit être dit. Tout ne sera jamais que red makes wrong, y compris le here not there des voisins de l'Ouest. Aucune forme d'altérité n'est possible, la traduction n'est que l'appropriation de la parole de l'autre et sa négation comme parole. Et on voit apparaître l'oulipo peu à peu, évidemment. Le jeu de Matthews exacerbe l'incommunicabilité de toute langue et les limites de l'acte même de traduire, qui ne fait pas que mettre en relation deux langues, comme deux outils aux propriétés interchangeables, mais deux rapports au monde, deux expériences du monde construites et représentées à l'aide du langage. Here, not there, en langage OO, ne sera jamais qu'un there, not here, puisque traduit en un indépassable red makes wrong. La situation est évidemment caricaturale, mais elle repose sur une vérité qui n'est nulle autre que l'opacité plus ou moins grande de toute énonciation, son caractère local, subjectif, ancré dans l'expérience et par moments intraduisible. L'anecdote a un caractère allégorique en ce que le mur dressé entre les sceptiques Ho'os et les enthousiastes Yuhas s'étend à toute traduction, voire à toute écriture. If we think of writers as translators, what they must translate is not something already known, but what is unknown and unpredictable. The writer is an Oho who has just heard what the Yuhas say. Poor Butterby couldn't begin to cope. He wanted to report a fact when what he needed was a cultural revolution. Ou on pourrait dire, a literary revolution. Pour Allison James, qui cite ce texte, Matthews semble n'être préoccupé que par les différentes langues et par, je la cite elle, the inevitable transformation of meaning as it passes between languages and cultures. Mais on pourrait se rendre encore plus loin et poser que la révolution culturelle dont il est question est accomplie par les tenants d'une nouvelle conception de la traduction, où ceux-ci ne se préoccupent pas tant de contenu et de signification que de forme et de syntaxe, des matériaux même de la parole et de l'écrit. Il faut penser la traduction indépendamment du sens, indépendamment des attentes des locuteurs, et c'est bien ce que Matthews fait dans ces deux textes. En revenons maintenant au premier, en fait, qui est le langage de la tribu. C'est dans The Dialect of the Tribe que Matthews met en scène pour la première fois le linguiste australien Ernest Butterby, grand spécialiste des langues de la Nouvelle-Guinée, notamment du Pagolak. Langue extraordinaire tournée vers les processus plutôt que les objets, ce qui la rend pratiquement intraduisible. Alors, la nouvelle se présente comme un hommage à Georges Perec, et le ton correspond tout à fait à ce genre panégyrique. Le narrateur, qui se dit honoré de participer à un tel Festschrift, est heureux de pouvoir présenter ses conceptions de la traduction. I have never doubted, dit-il, that in translating your work, I have been of service to our two cultures, but I am flattered to think that my general views on translation may be worth a hearing. Pour lui, en effet, donc, la véritable écriture est une forme de traduction, lui étant dans ce cas-ci, bien sûr, Matthews. Et le texte sur lequel elle s'appuie est infiniment complexe, car c'est rien de moins que l'univers entier qui est pris en charge. Comme il précise d'entrée de jeu, et là j'ai la citation à l'écran, « The longer I live, the longer I write, the stronger becomes my conviction that translation is the paradigm, the exemplar of all writing. »
To put it another way, it is translation that demonstrates most vividly the yearning for transformation that underlies every act involving speech, that supremely human gift. Alors, la traduction est ainsi représentée comme le paradigme de toute écriture. Reste à savoir ce que recouvre cette pratique, à quoi renvoie la notion de traduction chez Matthews. Ce qui est clair d'emblée, c'est qu'elle n'est pas simplement une façon de faire passer un texte d'une culture à une autre, la transformation d'un texte T1 à un texte T2, selon une règle d'équivalence où chaque mot du texte source, écrit dans la langue source, doit être présent dans le texte d'arrivée, écrit dans la langue d'arrivée. Elle est présentée plutôt comme le principe même de l'écriture. Or, écrire, c'est traduire, reprendre, transformer, rephraser, déplacer. Nous sommes en train de nous déplacer littéralement. Présenté ainsi, on le conseille aisément, traduire s'impose d'emblée comme un processus fonctionnant selon des contraintes. Traduire, c'est écrire sous contrainte. C'est faire du texte avec du texte, le manipuler, le transformer, en laisser des traces. Le texte premier est présent et absent en même temps. Absent parce que plus un seul mot ne subsiste, présent parce que son esprit est là, partout présent, et il s'impose comme le seul sujet possible. Le second texte ne parle que du premier, dont il tente de reprendre le plus de procédés possible. Il en parle tout en faisant mine de faire autre chose, soit de raconter ou d'argumenter. Il est un commentaire sur ce texte premier, un commentaire implicite sur ses ondes d'indétermination, sur ses métaphores impossibles à traduire, sur ses jeux d'esprit qui ne peuvent être qu'abandonnés, pensez au Carmen, sur ses raccourcis qui ne peuvent être que dissimulés. Le langage exploré dans The Dialect of the Tribe, le pagolak, cette langue qui ne décrit pas des objets mais des processus, permet de jouer sur cette conception de la traduction qui ne dépend plus de rapport de représentation, mais de production et d'une textualité exacerbée. Que nous lipiens comme Matthews présentent une telle conception de la traduction est tout à fait sensé et ça donne à son élaboration une crédibilité assurée. À quoi correspond le pagolak, ou plus précisément au processus de traduction au cœur de cette langue? Alors, l'article d'Ernest Butterby, que lit le narrateur, intitulé Kalogap Pagolak, bon, c'est là où ma propre lecture va devenir problématique, on remarque d'ailleurs au passage le palindrome, porte sur la transformation magique du langage pagolak. Il y est question d'une étrange technique développée par les membres de cette tribu qui leur permet de produire des traductions que les étrangers peuvent comprendre et accepter, tout en leur cachant le sens original des énoncés produits. Le narrateur est étonné. To translate successfully and not reveal one's meaning, what could be more paradoxical? What could be more relevant? What could be more extraordinary than a method that would allow words to be understood by outsiders without having their substance given away? Nous sommes dans un régime d'opacité et non de transparence. Les mots ne sont plus faits pour être transmis et leur signification accessible à tous. Ils sont faits pour se protéger. Et la méthode de traduction développée permet de stabiliser cette situation. What was remarkable with this method was that while it produced translations that foreign listeners could understand and accept, it also concealed from them the original meaning of every statement made. Le terme important ici est celui de cacher, to conceal. And also concealed. La traduction ne fait pas que déplacer, elle a pour objectif de cacher. Une logique de l'écran se met peu à peu en place. Sommes-nous dans une forme de solipsisme confronté au langage privé de l'expérience pure, individuelle? L'isolement relatif dans lequel a vécu la tribu semble avoir surdéterminé un rapport à l'autre et au langage, fait d'un essentiel repli sur soi et d'une résistance à une communication simple et transparente, à une conception du langage fondée sur l'efficacité et des rapports de signification non ambigus. Le Kalogap Pagolak rend possible, et je vous cite le texte, the redirecting of language towards foreign ears in a way that both provides clarity and suppresses translation's customary raison d'être, the communication of substantive content. Si la traduction est la traversée d'une frontière sémiosphérique, en prenant la notion de Lotman, le pagolak refuse malgré tout de se conformer. La traduction n'y est pas une suture entre deux cultures, un pont tendu entre deux continents distincts, mais la réaffirmation nécessaire d'une différence irrécupérable. Chacun comprend ce qu'il veut d'un texte, et la traduction s'assure que ces deux publics soient satisfaits de leur expérience. Elle ne nécessite aucune transparence ou clarté, aucune signification aisément accessible, aucun sens prédéterminé et établi de façon pérenne. La traduction langagière n'est qu'une idéologie, un ensemble de conventions d'une grande fragilité, d'une portée somme toute limitée. D'ailleurs, ce texte sur la traduction de Matthews devient peu à peu un texte de traduction, car la dernière partie de la nouvelle bascule complètement du côté du pagolak, les dernières lignes étant écrites dans ce dialecte. Si d'entrée de jeu, le texte semble respecter les conventions réalistes, un texte d'hommage qui s'ouvre sur l'expérience de terrain d'un ethnolinguiste, sommité en la matière, il se transforme au fur et à mesure en texte obscur et impénétrable, lisible uniquement pour un lecteur initié.
preuve. Enfin, je vous lirai pas toute la fin du texte, là, je suis incapable de lire. And let me on this private occasion add a few last words. Amak kagulap eleman narna laknat tokele sunawa setananan uzin sutu. Là, je me perds, mais ça fait 8 lignes de Pagolac. Alors, tomber dans le panneau. Alors, cette conception de la traduction a évidemment beaucoup fasciné les théoriciens. Cette conception de la traduction a évidemment beaucoup fasciné les théoriciens de la traduction. Des chercheurs tels que Thomas Beebe, Emily Apter, Alison James et de nombreux autres ont consacré des pages à ce texte de Matthews, notamment parce que la traduction qui est mise de l'avant joue sur les limites même du langage en les dépassant allègrement. Pour Apter, par exemple, ce qui rend la nouvelle de Matthews si astucieuse, c'est qu'elle dévoile la manière dont les traductions s'efforcent toujours de dissimuler l'impossibilité d'être fidèle à la langue originale. Kate Cohen présente le texte de Matthews, quant à lui, comme la poursuite de l'ambition symboliste vers une poésie pure. La preuve en est, dit-il, la reprise par Matthews dans le titre de la nouvelle, The Dialect of the Tribe, d'un vers de Mallarmé, lui-même repris par T.S. Eliot dans Little Gidding, le 4e et dernier tome de ses Four Quartets, publié en 1942. Le vers d'Eliot parle de purification du langage. And speech impelled us to purify the dialect of the tribe. Chez Mallarmé, la question de la purification était aussi présente, comme un vil sursaut d'hydre voyant jadis l'ange donner un sens plus pur aux mots de la tribu. Ces vers apparaissent bien sûr dans le tombeau d'Edgar Poe, c'est-à-dire que l'expression, the dialect of the tribe et l'idée de la pureté, renvoie, par son contexte, à la traduction d'un auteur américain par un poète français, bien sûr, Poe, traduit par Baudelaire. Donc là, maintenant, on a Matthews, traduit, et ainsi de suite. In both cases, nous dit Burhan, to faire une autre critique, the title acts as a complex commentary on translation itself. Et la question d'un langage, voire d'une poésie pure, est subrepticement posée. Comme souvent avec Eliot d'ailleurs, nous sommes confrontés à une terre dévastée, à Wasteland, et à la nécessité de reconstruire des rapports symboliques dans un univers post-apocalyptique. Alors, dans son analyse de la nouvelle, Thomas Beebe nous dit avoir procédé à une double lecture allégorique du texte, présentant d'une part The Dialect of the Tribe comme un manifeste artistique portant sur les principes de la contrainte où les manipulations permettent de libérer l'écriture des clichés et du carcan de l'expérience, et donc s'approchant de l'Oulipo, d'une part, proposant d'autre part une conception du langage compatible avec les conceptions radicales de Quine, le philosophe américain, donc c'est une conception sur l'indétermination de la traduction. Donc, en fait, on revient sur la question de la traduction. Ce sont là, malgré tout, et c'est là que j'ai commencé à faire un débroussaillage de tous ceux qui ont écrit sur The Dialect of the Tribe, débroussaillage que je vais vouloir maintenant continuer. Je n'ai pas eu le temps. Mais donc, ce sont là, malgré tout, j'ai le goût d'argumenter, des lectures naturalisantes du texte de Matthews qui reposent sur un contrat de lecture à caractère réaliste, comme si la nouvelle parlait bel et bien d'une tribu de la Nouvelle-Guinée. Or, tout porte à croire que ce texte de Matthews est avant tout autoréflexif et que la tribu en question est la sienne propre, sa communauté interprétative et littéraire. Pour bien des lecteurs, le Festschrift, l'hommage que représente The Dialect of the Tribe, est une fiction, ce qui les projette, comme lecteurs, dans un univers fictionnel de bon en loi, où une conception inattendue de la traduction apparaît. Or, on peut faire l'hypothèse, toute simple au demeurant, que l'hommage est réel, c'est bel et bien un hommage, et que c'est bel et bien à Georges Perec que Matthews adresse ses propos. Que le narrateur se rende à la Fitzwinder University ne peut d'ailleurs que nous mettre la puce à l'oreille, cette université étant une blague d'initié entre Perec et Matthews. Or, quelle meilleure façon de rendre un hommage à l'un des plus illustres membres de l'Oulipo que de proposer une création à saveur oulipienne. Et ce texte dédié formellement à Perec est bel et bien un texte sur les pratiques du groupe, ou si l'on préfère, sur le dialecte de cette tribu bien singulière. C'est-à-dire que la tribu n'est pas tant une nation de la Nouvelle-Guinée que le clan. Beebe s'approche de cette lecture du titre. Il explique que Matthews littéralise la catachèse de la tribu telle qu'elle apparaît chez Eliot et Mallarmé. Mais son interprétation reste enchâssée dans un contrat de lecture à caractère réaliste. Il faut poser au contraire, non pas que la tribu est une catachèse, mais une métaphore, c'est l'Oulipo comme tribu. On comprend dans ce contexte que l'Abanika, ce qui est un terme qui revient souvent dans le texte de Matthews, le chief word chief of the tribe, donc le chef de la tribu, soit en fait le maître des mots, l'écrivain oulipien, celui qui parle uniquement du comment et non du pourquoi de son art. D'ailleurs, écrit Matthews, il n'y a pas que le chef qui soit le maître des mots, mais tous les membres de la tribu le sont, comme le sont tous les auteurs de l'Oulipo, car la méthode oulipienne, tout comme le Kalogak, ne dépend pas d'une décision individuelle, c'est une partie intégrante du langage lui-même et de sa pratique. Alors, les lectures réalistes du texte de Matthews prennent le processus de traduction, présenté dans son récit, comme un véritable cas de traduction.
Alors, il faut décrocher d'une lecture réaliste du texte, décrocher d'une conception du texte réaliste pour se déplacer du côté de l'hommage et d'un jeu à caractère olympien et prendre la traduction comme synonyme et écran pour parler de l'écriture, et écran pour parler de l'écriture sous contrainte. C'est tout à l'honneur de Matthews, pourrait-on dire, d'avoir réussi à créer un écran suffisamment convaincant pour attirer tous les regards, laissant dans l'ombre ce que l'écran est en tant que tel, ce qu'il est en tant que forme et ce qu'il permettait de cacher, de mettre à l'abri, comme un cas justement de Pagolac. Cette langue apparaît comme la contrepartie fictionnelle de l'oulipo, Pagolac ou lipo, deux termes de 3 syllabes construits de la même façon et qui renvoient surtout à une même réalité langagière. Car qu'est-ce que cette pratique langagière qui est avant tout un processus et non une forme de représentation, une relation au monde et à ses objets, sinon une version purifiée des présupposés oulipiens? Qu'est-ce que le Pagolac, cette transformation magique du langage, sinon le jeu des transformations par l'application des contraintes de l'oulipo? La singularité de la pratique de la traduction des Pagolac est qu'elle fonctionne tout à fait comme une contrainte oulipienne. C'est une méthode reposant sur des contraintes qui permet aux mots d'être lus et compris par des lecteurs sans que leur substance ou leur origine ne soit révélée. Les textes d'arrivée est le résultat d'un processus dont les détails n'ont pas à être connus ou révélés. Il peut être lu en soi et pour soi, tout en protégeant du regard le texte source, présent comme spectre, mais un spectre rendu muet par l'application de la méthode. Il faut dire que Matthews joue discrètement avec l'une des données au cœur du travail de la traduction. Souvenez-vous de ce que Roman Jakobson disait des 3 types de traduction. La traduction interlangagière qui va d'une langue à l'autre, la traduction intralangagière qui s'insère où on reste à l'intérieur même d'une langue, et la traduction intersémiotique, comme l'adaptation cinématographique, qui passe d'un langage, d'une forme d'un langage ou d'un système de signes à un autre système de signes. Alors, ce qui est fascinant dans The Dialect of the Tribe, c'est que Matthews semble parler avec sa pratique du Pagolac de traduction interlangagière, quand en fait, il ne parle vraiment que de traduction intralangagière, celle qui est au cœur de la pratique oulipienne. La traduction dans The Dialect of the Tribe agit ainsi à la manière d'un trompe-l'œil. On se souvient peut-être, et c'est pour ça que j'ai ce vieux tableau, on se souvient peut-être de l'anecdote mettant en scène Zeusis, le maître du trompe-l'œil dans la peinture grecque. Ce dernier excellait à donner l'illusion de l'espace. Alors, lors d'une joute artistique avec Parrhasios, un de ses émules, il peint des raisins avec une telle précision que des oiseaux s'y laissent prendre et tentent sans succès de les manger. C'est ce qu'on voit à droite. Parrhasios, quant à lui, apporte un rideau. Ce dernier est si bien représenté que Zeusis demande qu'on le tire afin de révéler le tableau qu'il cache. C'est l'arroseur arrosé, bien sûr. Le rideau est l'illusion, et donc il a pris l'illusion pour l'objet lui-même, et il doit s'avouer vaincu. Car s'il est parvenu, lui, à tromper des oiseaux, Parrhasios a réussi à le tromper, lui. Le texte de Matthews est un extraordinaire trompe-l'œil, vous comprenez bien sûr l'analogie, qui confond même les critiques les plus attentifs, qui cèdent à l'illusion de l'objet représenté. Peut-être en raison d'un horizon d'attente exclusivement orienté vers la traduction et ses théories, ce sont des théoriciens d'abord et avant tout de la traduction que j'ai citée, l'artifice se révèle particulièrement puissant et l'écran est pris pour la chose elle-même. L'hommage et son système allusif, prenant la forme d'un texte réaliste avec une mise en scène déclinée à la manière de Raymond Roussel, est devenu un texte réaliste et la traduction s'est métamorphosée d'une métaphore de l'écriture sous contrainte en véritable traduction interlangagière. La transitivité a fini par prévaloir sur l'autoréflexivité et imposer sa logique paradoxale. Dans les dernières phrases, il fallait peut-être s'y attendre, car comme le dirait un Butterby légèrement dépité, « How do you render here not there in a tongue that can only express red makes wrong ?» Comment, en effet, rendre compte d'une conception oulipienne du texte dans un vocabulaire critique qui ne conçoit ce texte qu'en termes de représentation et de fiction. Fin de la démonstration.